Bonjour, bienvenue à tous dans cette capsule d'informatique où, plus particulièrement aujourd'hui, nous allons nous attaquer, dans le fond, au premier concept du réseau. Donc, que vous soyez un élève inscrit à l'EFPC ou simplement quelqu'un de curieux ou encore même quelqu'un qui fait sa reconnaissance des acquis. Donc, ce cours va nous permettre de revoir les fondements, les premiers concepts qu'on a regardés ensemble en classe à propos du réseau dans le cadre du cours réseau gestion de l'accès. Donc, il s'agit vraiment de repartir à la base. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui, vraiment partir de rien. Ce qui peut s'avérer être une excellente révision ou même un excellent apprentissage, tout dépendant de la situation. Donc, aujourd'hui, comme vous voyez à mon écran, on va répondre et regarder les concepts suivants. Donc, on va regarder en premier, c'est quoi un réseau? Donc, évidemment, ça peut paraître assez basique comme question, mais encore faut-il savoir y répondre correctement. Ensuite, on va voir différentes organisations. On va voir des types de réseaux ainsi que des topologies et à noter que les trois mots sont bien distincts. Et il s'agit de concepts également qui sont bien distincts. Donc, on va voir que la façon dont un réseau est organisé, son type ainsi que sa topologie sont trois choses complètement différentes et trois choses qu'il faut également savoir maîtriser. Ensuite, on va voir le matériel qu'on peut retrouver dans un réseau typique. Donc, de nos jours, qu'est-ce qu'on retrouve dans un réseau comme matériel informatique? Évidemment, on va s'entendre que vous devez préalablement déjà savoir qu'un réseau informatique est composé d'ordinateurs et de fils et de câbles, mais encore, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Et ensuite, on va terminer cette première capsule en regardant un petit exemple. En fait, je vais faire un exemple avec vous du réseau le plus basique qui soit donc de relier deux ordinateurs entre eux et de voir donc de pouvoir constater qu'il y a bel et bien une communication entre les deux ordinateurs. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette petite capsule. D'abord et avant tout, donc, qu'est-ce qu'un réseau? J'ai une petite définition ici, donc un document que j'ai fait pour mes cours. Vous voyez donc que c'est le cours numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau est un ensemble d'éléments interconnectés les uns aux autres afin de partager des ressources et de l'information. Et on s'entend qu'un réseau, c'est très large. Il n'y a pas que les réseaux informatiques. Donc, lorsqu'on parle d'un réseau de neurones, ben, c'est un ensemble d'éléments interconnectés les uns aux autres. Et ces neurones-là partagent des ressources et ou de l'information. Le réseau de la santé, même chose. Donc, quand on parle des réseaux de la santé, on parle des différents organismes qui régissent la santé, soit au Québec ou même des différents intervenants qui travaillent dans les hôpitaux, dans les centres médicaux, ainsi de suite. Donc, il s'agit ni plus ni moins d'un réseau qui partage de l'information et des ressources, et il en va de même pour le réseau de transport en commun ou même un réseau de transport de marchandises. Donc, ce sont tous des éléments que l'on peut qualifier de réseau puisqu'il s'agit d'ensembles qui sont interconnectés en fait avec des éléments à l'intérieur de ces ensembles qui sont interconnectés afin de partager des ressources et de l'information. Et généralement, c'est dans l'objectif d'optimiser, je dirais, les processus dans leur ensemble généraux. Donc, un réseau de neurones, ça a un objectif. Un réseau de la santé, ça a un ou des objectifs aussi. De même que pour le réseau de transport. Et généralement, ces objectifs-là sont réalisables à travers divers processus et ces processus-là sont optimisables grâce au travail de tous et chacun dans un réseau. Ça peut paraître très abstrait ce que je suis en train de dire en ce moment, mais je vais vous donner un exemple très très simple. Disons que vous voulez communiquer avec, on est au Québec ici, on veut communiquer avec quelqu'un qui se trouve à l'heure actuelle au Maroc.
le fait qu'on soit interconnecté en réseau via un réseau qui s'appelle Internet nous permet de communiquer à la vitesse de la lumière avec quelqu'un qui se trouve carrément sur le continent africain. Et donc, c'est grâce à ce réseau-là et les processus qui le régit, donc les divers processus en fait qui sont à l'intérieur de celui-ci, que ça me permet d'atteindre mon objectif très très rapidement, donc un objectif qui est optimisé, qui est de communiquer avec quelqu'un qui est sur un autre continent. Donc de cette façon-là, le réseau, c'est qu'on a déterminé qu'en interconnectant les éléments ensemble et en les faisant travailler ensemble, on atteint nos objectifs beaucoup plus rapidement, qui peuvent être de toutes sortes, par exemple, de communiquer entre un continent et un autre. Donc, je vous parlais tout à l'heure, donc en fait, ça c'est pour la définition du réseau. Un peu plus tôt, je vous parlais des types de réseau. Donc, je vous ai dit qu'on verrait l'organisation, le type et la topologie. Donc, je commence par le type. On va voir que les types de réseaux, ça fonctionne selon les zones couvertes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par zone couverte? Bien, on va voir que on va nommer un réseau en fonction de la zone qu'il couvre. Par exemple, vous avez probablement tous déjà entendu parler du LAN et du WAN, qui sont les deux termes les plus populaires. Le LAN pour Local Area Network et le WAN pour Wide Area Network. Faites attention, ce n'est pas World Area Network, et c'est vraiment Wide Area Network. Donc, ce sont tous des abréviations comme ça. Et donc, on définit le type de réseau par la zone qu'il couvre. Moins populaire, on a le BAN, qui est le Body Area Network, qui est un réseau qui va se construire autour du corps. Et je parle du corps humain, évidemment. Donc, c'est un type de réseau qui va souvent utiliser la technologie Bluetooth. Le plus bel exemple que je peux vous nommer, ce sont les cellulaires qui sont connectés avec les montres Bluetooth, les montres intelligentes, qui sont connectées également avec les écouteurs sans fil Bluetooth. Bref, aujourd'hui, il y a possibilité d'avoir un véritable réseau sur son propre corps. Donc, c'est ce qu'on appelle un BAN, qui va souvent utiliser la technologie Bluetooth comme support de connexion, qui est une technologie sans fil. On aura l'occasion d'en reparler. On a le Personal Area Network, donc le PAN. Le PAN est un réseau informatique confiné aux limites d'une habitation. Il est souvent confondu avec un LAN, ben oui. Je vous dirais que même les entreprises de communication ont souvent tendance à appeler un réseau domestique un LAN, alors qu'on parle plutôt d'un PAN, donc un Personal Area Network, qui est un réseau qui va couvrir l'ensemble d'une habitation. Une habitation, on va s'entendre, c'est variable, ça peut être le logement que vous avez loué, ou ça peut être encore votre domicile unifamilial comme une maison. Donc, le PAN, tant et aussi longtemps qu'on est entre les murs d'une demeure, ben, on parle vraiment d'un PAN. Le Local Area Network est un petit peu plus grand. Donc, lui, il va interconnecter les éléments dans une zone au rayon situé entre 0 et 5 km. Donc, on parle d'un LAN, par exemple, lorsque plusieurs logements, par exemple, disons qu'on reste dans un immeuble où est-ce qu'il y a 6 logements et que les 6 locataires décident de partager le même Wi-Fi, ben, on parle d'un LAN. Donc, c'est un réseau qui va interconnecter plusieurs habitations dans un rayon maximum de 5 km. Donc, si demain matin, vous décidiez de passer un câble réseau entre chez vous et votre voisin, et même quelques voisins, ou si vous décidez de partager une bande Wi-Fi entre voisins ou même entre locataires, ben, vous créez ce qu'on appelle un LAN. Le MAN, le Metropolitan Area Network, qui est un réseau de taille moyenne,
au rayon situé entre 6 et 50 km. Le réseau distribué entre plusieurs pavillons universitaires est un bon exemple de MAN. Donc, par exemple, si vous allez dans un hôpital du Grand Montréal, qui sont souvent interconnectés entre eux, ou par exemple, comme dans l'exemple qui suit, donc les pavillons d'une université, ça va souvent, par exemple, je prends l'exemple de l'UQAM à Montréal, qui possède vraiment des pavillons un peu partout sur l'île de Montréal, mais leurs pavillons sont tous reliés entre eux. Et donc, on parle d'un Metropolitan Area Network, c'est vraiment un étendu de réseau qui est supérieur au LAN. Et finalement, on a le WAN qui est supérieur à tout ce qui est en haut de 51 km et plus de couverture. Donc, le WAN est le plus vaste des réseaux. Il couvre tous les réseaux de plus grande envergure que le MAN. Il couvre donc minimalement un réseau rayon de 51 km et plus. Le WAN le plus connu à ce jour est Internet. Parce que oui, effectivement, Internet, ce n'est ni plus ni moins qu'un réseau qu'on qualifie de public. Et ce réseau public-là interconnecte toute la planète ensemble. Et c'est donc le plus grand WAN existant à ce jour. Donc, c'est pour les types de réseaux. Donc, on parle vraiment de band, PAN, LAN, etc. Donc, ce sont ce qu'on entend par type de réseau. Et c'est ce qui va, entre autres, parmi d'autres choses, aider à définir un réseau lui-même. Donc, on a vu les types. Maintenant, parlons de l'organisation des réseaux. Parce qu'en effet, il y a deux grandes organisations possibles. Ici, il y a une petite erreur. Donc, ce n'est pas les types, mais c'est les organisations. Donc, les réseaux ont deux possibilités. Donc, il y a le réseau organisé en poste à poste et il y a les réseaux qu'on va dire organisés autour d'un serveur ou des serveurs. Donc, évidemment, vous avez possiblement déjà entendu parler de ces termes-là, donc les réseaux peer-to-peer, donc les réseaux de torrent. Quand vous téléchargez des fichiers de type torrent, vous êtes vraiment dans un réseau qu'on appelle poste à poste. C'est-à-dire que chacun des postes, on voit le diagramme ici, je peux vous l'afficher plus haut. Donc, chacun des postes ici est à la fois un serveur et à la fois un client. C'est-à-dire qu'il peut envoyer des fichiers à un client ou il peut demander lui-même des fichiers à un autre ordinateur. Donc, on dit que dans ce type de réseau, chaque poste est à la fois client et serveur. On appellera chaque poste des nœuds, donc en anglais node. Comme les fichiers de ce type de réseau, sont répliqués sur plusieurs nœuds, on évite la possible surcharge d'un seul serveur de fichiers. Pour la même raison, il est également plus difficile, voire impossible, de perdre des fichiers dans des pannes de système. Certains jeux utilisent des réseaux poste à poste pour permettre aux joueurs de s'affronter entre eux. Microsoft utilise également ce type de réseau pour faire la distribution de ses mises à jour de Windows 10. Toutefois, l'application la plus populaire utilisant ce type de réseau reste encore le torrent. Et oui, donc l'avantage de ce type de réseau-là, c'est qu'on distribue vraiment entre les divers postes, entre les divers ordinateurs, la charge qui peut être demandée pour un fichier. Qu'est-ce que je veux dire par la charge? Puis qu'est-ce que je veux dire par on équilibre la charge? Si on regarde le diagramme un peu plus bas ici, on voit que dans ce type d'organisation-là, où les ordinateurs sont tous tournés vers un seul serveur, si tous les ordinateurs, bon, ici il y en a uniquement 6, mais imaginez une organisation où est-ce qu'il y aurait 500, voire 1000 ou même 2000 ordinateurs qui sont connectés à un serveur. Si les 2000 ordinateurs demandent au serveur un fichier en même temps, le serveur, pardonnez-moi l'expression, va souffrir.
c'est-à-dire que la demande va tellement être grande qu'il y a des risques que ça engendre une panne de réseau ou une panne système. Donc, pour compléter avec les réseaux organisés en poste à poste, l'avantage, c'est que on a vraiment équilibré la charge de travail, puisque, par exemple, si, disons qu'il y a un fichier elvis.mp3 que je désire télécharger, ben, j'ai l'occasion d'aller le télécharger ici, 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 ici. Bref, je n'ai pas qu'un seul ordinateur qui l'a, mais tous les ordinateurs l'ont et tous les ordinateurs peuvent donc me le transmettre. Ce qui fait que si un poste est trop occupé, ben, je vais tout simplement aller le demander à un autre. Cependant, ça vient aussi avec des inconvénients, ce genre de réseau-là. Inconvénients que vous avez probablement déjà vécu au moins une fois en utilisant les applications ou les fichiers torrent. C'est que si un virus se propage dans ce type de réseau-là, il est pratiquement impossible de l'éliminer. Pourquoi? Parce que le virus, une fois qu'il est partagé dans un réseau de type poste à poste comme ça, ben, vous l'aurez compris, il est répliqué pratiquement sur tous les postes. Et à ce moment-là, ça devient très difficile de vraiment éliminer ce virus-là, puisque même si je l'élimine sur un poste, il en reste des copies sur à peu près tous les autres postes du réseau. Donc, ça devient très compliqué. Donc, avantage, on a vraiment un équilibre de la charge de travail. Désavantage, on va vraiment parler d'inconvénients lorsqu'on va aborder l'aspect sécurité de ces réseaux-là. Voilà pour l'organisation poste à poste. Maintenant, si on regarde les réseaux qui sont organisés autour d'un serveur, premièrement, lisons le petit paragraphe. Dans ce type de réseau, tous les postes clients sont connectés à un serveur qui s'occupe de distribuer l'information au bon endroit. Ce type de réseau a pour avantage de donner beaucoup de contrôle à l'administrateur du serveur. Pas surprenant donc de retrouver ce type de réseau dans les écoles et les entreprises de toutes sortes. Le serveur peut distribuer toutes sortes d'informations. Il peut s'agir d'adresses IP, de fichiers, d'imprimantes et même du contenu distribué en flux, soit du streaming. Donc, le serveur, en fait, le réseau organisé autour d'un serveur permet un contrôle qui devient vraiment intéressant lorsqu'on est en entreprise ou qu'on est dans une école. C'est donc normal et c'est probablement le type d'organisation avec lequel vous allez travailler le plus souvent. Okay? Dans une école, par exemple, c'est normal, on ne veut pas que les élèves aient accès aux mêmes choses que le directeur et on ne veut pas que la secrétaire d'école ait accès aux mêmes choses que le directeur et on ne veut pas qu'un élève puisse accéder aux fichiers d'un autre élève. Bref, toutes ces notions de contrôle-là vont nécessiter justement un contrôle, une administration. Et pour administrer tout ça, on va utiliser un serveur. Et donc, vous l'aurez compris, les avantages reliés à ces réseaux organisés autour de serveurs, ben c'est l'aspect sécurité, puisqu'évidemment, l'administrateur contrôle absolument tous les fichiers et tous les services qui peuvent se retrouver sur le serveur. Donc, il y a vraiment un aspect sécuritaire. Et on va retrouver également un aspect de contrôle. Donc, on va vraiment décider qui a le droit de faire quoi, qui peut faire quoi. Et ces deux notions-là sont généralement deux notions que les entreprises et les écoles recherchent beaucoup. C'est pourquoi, généralement, ils vont opter pour un réseau qui est organisé autour d'un ou des serveurs, comme sur le diagramme qu'on voit présentement à l'écran. Et dans ce cours-ci, réseau gestion de l'accès, nous allons effectivement nous attarder à ce genre de réseau puisque on considère que c'est dans ce modèle d'organisation-là que vous allez avoir à travailler le plus souvent comme opérateur en informatique. Donc, voilà pour les types et les organisations de réseau. Ce sont des notions théoriques qui sont importantes à connaître
puisqu'elles nous permettent de différencier et de définir les types de réseaux et les organisations de réseaux auxquelles on a affaire. Donc, on va parler également des topologies, mais juste avant de parler des topologies, qui est une notion théorique et abstraite aussi, on pourrait peut-être se diriger un peu plus vers le matériel. Le matériel qui va nécessiter également d'autres notions théoriques, mais ça peut aider de savoir, d'avoir des images, ça peut aider à nous situer un peu plus dans le réseau. Donc, regardons, on a un petit peu de matériel ici. Donc, on va regarder ensemble quel est ce matériel et on va voir quel est l'objectif et les fonctions de ces choses-là. Donc, le premier élément ici, c'est une carte réseau. Ici, on a une carte réseau qui est filaire, mais il en existe également des sans fil pour se connecter, évidemment, à des réseaux qui permettent le Wi-Fi. Donc, le nom, c'est une carte réseau. La définition, c'est une interface qui permet de brancher le support de connexion au serveur ou au client. Donc, le support de connexion, on va voir c'est quoi tantôt. Certains vont dire, oui, mais là, pourquoi tu parles de support de connexion? On pourrait juste dire que c'est un câble. Eh bien non, justement. J'appelle ça support de connexion parce qu'il y a plus que des câbles à l'intérieur de ça. Et on va pouvoir en discuter un peu plus loin dans la capsule vidéo. Donc, la fonction d'une carte réseau, c'est quoi? Mais ça prépare, ça l'envoie et ça reçoit les données sur un réseau et plus particulièrement les paquets. Donc, voilà pour la carte réseau. Et donc, n'oubliez pas qu'il y en a des filaires et des sans fil. Ensuite, on a quoi ici? On a juste en dessous une autre image qui représente un commutateur réseau. Le commutateur réseau, c'est sûr et certain que vous allez en voir régulièrement dans les réseaux d'entreprise et ou scolaires. C'est un équipement qui permet de relier plusieurs segments de réseau ensemble et il est configurable. Donc, généralement, le commutateur réseau est configurable, surtout lorsqu'il s'agit de commutateurs qu'on va implanter en entreprise et ou dans une école, ainsi de suite. Il existe, sachez-le, des commutateurs qui ne sont pas nécessairement configurables, qu'on va retrouver plus régulièrement dans des réseaux domestiques. La fonction d'un commutateur réseau, c'est que ça redirige l'information sur le bon port de transmission. Okay? Donc, on va voir comment que ça fonctionne plus en détail éventuellement, Donc, mais sachez-le, ça va retransmettre les paquets seulement sur le bon port de ces interfaces. Donc, vous voyez ici, on en a un qui a, je crois, 48 ports. Donc, si j'ai un paquet, un ordinateur qui est connecté sur le port 30 et qui demande la page de Google, ben, le commutateur, lorsqu'il va recevoir cette information-là, il va retransmettre seulement sur le port 30 pour que l'ordinateur qui en a fait la demande puisse recevoir les paquets nécessaires. Le concentrateur réseau, le Network Hub en anglais, en passant, sachez-le, le commutateur réseau, on appelle ça souvent une switch. Donc, c'est souvent le terme qui est utilisé sur le terrain. En ce qui concerne le concentrateur réseau, on va appeler ça un hub. Les hubs, il faut savoir qu'ils sont en train de disparaître tranquillement, pas vite. C'est un équipement qui devient de plus en plus désuet, mais on en retrouve encore un petit peu sur le marché. C'est pourquoi que je prends la peine d'en parler avec vous. Mais sachez-le, ça tend à disparaître. Donc, une définition du concentrateur, c'est un équipement qui permet de reconcentrer le trafic sur tous ses ports.
il agit de la même façon qu'un répéteur. Donc, si je compare avec le commutateur dont on a parlé juste avant, si j'ai un ordinateur qui est branché dans le port numéro 12 de mon concentrateur et qu'il demande la page de Google, lorsque le concentrateur va recevoir l'information de la part de Google, il va la redistribuer sur tous ses ports. Vous aurez donc compris qu'au niveau sécurité, ce n'est pas ce qu'il y a d'idéal. Pourquoi? Bien parce que s'il y a un échange de mots de passe, par exemple, qui se produit à travers un hub, ben, le mot de passe est ni plus ni moins envoyé à toutes les cartes réseau qui sont connectées sur le concentrateur. Et donc, les autres cartes réseau, habituellement, leur façon d'agir, c'est lorsqu'ils reçoivent un paquet qui ne leur est pas destiné, ils vont tout simplement l'ignorer. Cependant, quelqu'un de malveillant peut très bien, et je vous dirais même facilement, configurer sa carte réseau pour écouter tous les paquets qui lui soient destinés ou pas. C'est donc dire que quelqu'un de mal intentionné pourrait facilement se brancher dans un concentrateur comme ça et récolter les données qui passent, que ce soit des données qui lui sont destinées ou pas. Donc, ensuite de ça c'est pour le concentrateur, donc le hub. Il tend à disparaître. Okay? Demain matin, si vous allez dans un magasin et que vous voulez acheter un hub, vous risquez d'avoir un peu plus de difficultés que si vous recherchez une switch. Donc, le routeur. Le routeur, c'est un équipement que vous êtes probablement habitué de voir assez souvent, malgré que l'image que j'ai utilisée ici, c'est une image qui n'est pas tout à fait, je dirais, représentative du routeur. Pourquoi? Parce que cette image-là ici, c'est une image de ce qu'on appelle un routeur, mais concrètement, c'est beaucoup plus ce qu'on va nommer une boîte multifonction. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette boîte-ci, il y a, oui, un routeur, mais il y a également un commutateur, il y a également un point d'accès sans fil. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on a combinés dans un seul boîtier matériel. Alors qu'un routeur, généralement, je peux peut-être vous trouver une image rapidement. De ce qui est, tiens, je vais marquer Cisco de cette façon-là. Vous allez voir que, donc ça ici, c'est un routeur également. Donc, vous voyez que on parle vraiment pas de la même boîte ni des mêmes interfaces. Là. Okay, donc, ça, c'est un routeur. Ça aussi, ici, c'est un routeur. Donc, vous voyez que la boîte, ça, en fait, l'image que vous voyez présentement à l'écran, c'est vraiment ce qu'on nomme un routeur. C'est uniquement un routeur. Ça ne fait pas d'autre travail que de router. Alors que la boîte que vous voyez ici à l'écran fait plusieurs travails, dont le travail de routage. Mais bon, pour les besoins de la cause, je vous ai mis cette image-là, à laquelle la plupart d'entre vous rattachez le nom de routeur. La définition, ben, c'est un équipement réseau qui s'assure de l'arrimage des paquets. Ouh là là, ça sonne donc bien abstrait ça. Donc, si je pouvais décrire le travail d'un routeur, je vous dirais qu'il indique au paquet le chemin à prendre pour se rendre à la destination. En d'autres mots, c'est un peu un GPS. Donc, un paquet, ça a une destination qui est définie par l'utilisateur qui cherche à obtenir de l'information. Et lorsque le paquet arrive avec cette adresse de destination-là au routeur, le routeur va lui dire « Ah, ben tiens, tu cherches telle adresse, donc le meilleur chemin pour se rendre, c'est par là. » Et c'est vraiment comme ça qu'agit un routeur. Donc, sa fonction, ça fait transiter les paquets d'une interface réseau A à une interface réseau B. Ça semble bien simple comme ça, mais souvent, c'est que le réseau A et le réseau B sont sur des réseaux qui sont différents. Donc, par exemple, le réseau A pourrait être votre réseau personnel à la maison et le réseau B pourrait être le réseau Internet.
Donc, quand vous êtes sur le réseau A avec votre ordinateur personnel, donc sur votre réseau domestique, et que vous tapez www.google.ca, ben, le paquet transite sur l'interface B qui, elle, est connectée sur Internet et vous arrivez à communiquer avec les serveurs de Google. Donc, voilà pour le matériel. Il y a d'autres matériels aussi qu'on va retrouver sur le réseau. Il y a des access points, par exemple. Les access points, généralement, qui sont populaires en entreprise, qu'on voit souvent collés au plafond. Attendez un petit peu, je vais vous en trouver. Donc, vous voyez souvent ça, vous reconnaissez probablement ça. Donc, c'est collé généralement sur les plafonds en entreprise ou même dans les écoles. Donc, ce sont des points d'accès sans fil. Tout ce que ça fait, c'est que ça retransmet un signal sans fil qui nous permet de se connecter sur le réseau à l'aide de nos téléphones intelligents et ou nos ordinateurs portables. Bref, ça nous permet d'accéder au réseau. Donc voilà pour les points d'accès sans fil qui existent. Il y a également, on aurait pu parler des répéteurs sans fil, mais également des répéteurs filaires. Bon, il y a toutes sortes de matériel qu'on peut retrouver sur un réseau, mais ce que vous avez ici devant vous, c'est vraiment le matériel typique. C'est le matériel que vous allez retrouver vraiment le plus souvent dans les réseaux dans lesquels vous allez travailler. Donc voilà pour le matériel typique, le matériel de base pour le réseau. Donc, je peux fermer ça ici aussi. Donc, on a vu la définition, on a vu le type, l'organisation, on a vu le matériel également typique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter des topologies. Bon, les topologies, c'est un sujet qui est généralement très abstrait. Attendez-moi un petit instant, je suis en train d'ouvrir le PowerPoint en même temps. Donc, on va les regarder ensemble. Chacune des topologies dont on va discuter aujourd'hui possède des avantages et des inconvénients. Et certaines de ces topologies-là sont très vieilles, voire désuètes. Mais c'est parfois intéressant quand même de savoir d'où c'est parti tout ça. Donc, allons-y. Topologie, la première topologie que je veux qu'on aborde ensemble, c'est la topologie en bus. Donc, la topologie en bus, c'est une architecture réseau où la connexion des clients est assurée par un bus partagé par tous les utilisateurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a un câble qui est ici. Et à l'époque, ce câble-là était un câble coaxial, ou peut-être avez-vous entendu parler des câbles BNC. Mais bref, le câble coaxial, attendez-moi un petit instant, je vais en profiter pour vous montrer également de quoi ça a l'air. Un câble coaxial. Ah, on a vraiment des belles images, c'est le fun. Ah, ici, tiens, j'en ai vu une belle. Attendez-moi un petit instant, ici. Donc, c'est vraiment ça, un câble coaxial. Donc, au centre, là, ici, vous voyez, on a des câbles qui sont, je dirais, multibrins. Donc, on a plusieurs brins, mais on n'utilisait pas ce genre de coaxial-là. On utilisait plutôt les coaxiales avec un noyau central dur. Donc, un seul brin au milieu, et c'est un brin relativement large. Ensuite de ça, on a un diélectrique ici, et on a ce qu'on va appeler un shield, qui servait également de pôle négatif pour nos signaux. Donc, la topologie en bus utilisait ce genre de câble-là ici au milieu, et chacun des ordinateurs était connecté en série. Donc, c'est une architecture réseau où la connexion des clients est assurée par un bus partagé, comme on le disait. Le réseau en bus permet de relier plusieurs clients, mais pose des problèmes quand deux clients veulent transmettre des données au même moment sur le même bus. Ce qui arrivait, c'est que
par exemple, si l'ordinateur numéro 1 ici et l'ordinateur numéro 2 voulaient communiquer avec celui-ci, il fallait que les deux parlent un à la suite de l'autre. Évidemment, si les deux parlaient en même temps sur le même câble, on avait des collisions. Les collisions, pour vous expliquer brièvement, ça causait des pertes de paquets. Et quand on a des pertes de paquets, ben, les émetteurs sont obligés de réémettre, ce qui cause une lenteur sur le réseau. Donc, les systèmes qui utilisent une topologie en bus ont normalement un gestionnaire de collision qui gère l'accès au bus. Le gestionnaire de collision pouvait souvent être un logiciel qui permettait de vérifier si quelqu'un n'était pas déjà en train de parler. Et si quelqu'un était déjà en train de parler, il fallait attendre son tour, puis on pouvait communiquer à la suite. Donc, évidemment, la force de cette topologie-là, c'était clairement pas la vitesse. Okay, donc, une topologie comme ça, on ne peut pas garantir un niveau d'efficacité très très fort. Donc, les avantages, par exemple, parce que oui, il y en avait, c'était facile d'installation. Imaginez, c'est juste un câble à passer. Vous avez 15 ordinateurs, vous passez un seul fil. Quand même relativement assez facile. Les coûts étaient relativement faibles, bien évidemment, puisqu'on a besoin d'une seule carte réseau par ordinateur. Et encore plus ridicule, on n'a besoin que d'un seul câble pour tous les relier ensemble. Il y avait peu de matériel utilisé, donc qui peut également s'avérer un avantage. Et un client qui tombait en panne ne causait pas de perturbation sur le réseau. Donc, c'est-à-dire que si ici mon ordinateur numéro 3 tombe en panne, ça n'empêche aucunement les autres clients de discuter ensemble. Les désavantages. On a ce qu'on appelle une dépendance au support de connexion. Pourquoi qu'on dit qu'on a une dépendance au support de connexion? C'est que si on coupe le câble ici, on anéantit vraiment le réseau. Donc, on n'est plus capable de communiquer. On cause vraiment une panne majeure. Alors qu'on va voir d'autres topologies où est-ce qu'on peut se permettre de couper un câble et qu'il arrive pratiquement rien. On a un nombre de clients limité. En effet, on ne pouvait pas utiliser 10 km de câble comme ça, puisqu'à un moment donné, l'émetteur doit toujours être en mesure d'atteindre son récepteur et ça a une limite d'envoi, on va dire. On va voir ensemble tantôt quand on va parler des supports de connexion. Chaque câble a sa résistance et cette résistance-là, à un moment donné, fait en sorte que le signal se perd. Donc, le nombre de clients est limité. Plus il y a de clients, plus on réduit les performances. Bien évidemment, puisque on disait que chaque client doit parler un après l'autre. Donc, imaginez si on est 25, 50 ou voire 200 ordinateurs, ça peut être long avant que je puisse émettre un signal sur ce câble-là. Donc, on a également une sécurité qui est très faible. Donc, ce qui est à dire qu'on n'a pas de serveur. Tout le monde est connecté entre eux. Donc, et non seulement tout le monde est connecté entre eux, mais tout le monde est connecté sur le même support de connexion, ce qui fait que cet ordinateur-là, s'il le désire, peut écouter toutes les communications qui circulent actuellement sur le câble. Et donc, on parle d'une sécurité qui est relativement faible. Et c'est un réseau qui est extrêmement vulnérable pour les raisons qu'on a nommées préalablement. Donc, c'était la première topologie. On a une deuxième topologie qui est la topologie en anneau et qui, elle aussi, utilisait le câble coaxial à l'époque. Et vous avez peut-être déjà entendu parler, certains d'entre vous ont en fait peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelait les réseaux en token ring. Le réseau token ring, en fait, token ring, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme au même titre que TCP/IP, par exemple. C'est une technologie qu'on utilisait pour relier des ordinateurs entre eux, tout simplement. Et le token ring fonctionnait comme ça dans une topologie en anneau. Donc, on va aller voir la description. Tous les clients sont reliés entre eux dans une boucle fermée. Les données circulent dans une direction unique d'un client à l'autre. Donc,
si les données circulent dans le sens des aiguilles d'une montre, ben, c'est tout le temps dans ce sens-là que ça va. Ça ne revient jamais en sens contraire. Donc, on a vraiment une circulation à sens unique. Ensuite de ça, un client n'accepte une donnée en circulation sur l'anneau que si elle correspond bien à son adresse. Dans le cas contraire, le client en question fait passer la donnée au client suivant. Donc, il y avait une vérification qui était faite à chacun des postes. Donc, ce poste-là vérifiait si les données lui appartenaient. Si elles ne lui appartenaient pas, elle faisait tout simplement les retransmettre vers le prochain client et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les données circulent à travers l'anneau. Donc, pour cette topologie-là, je la compare souvent à une table de poker. Donc, quand on joue au poker, c'est évidemment chacun son tour et on ne peut pas changer de bord. Donc, quand c'est à cet ordinateur-là de parler, c'est comme si c'était à moi de parler. Une fois que j'ai parlé, ben, ça va au joueur à ma gauche, ainsi de suite. Et on continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait eu l'occasion de parler. Je ne sais pas si vous connaissez également un peu le poker, mais il y a une notion de jeton. Okay? Par exemple, le jeton de dealer au poker, ben, chacun son tour on reçoit le jeton et quand on reçoit le jeton, ben, ça détermine qui peut parler en premier. Ben, la technologie Token Ring fonctionnait exactement comme ça. Il y avait un jeton qui se promenait et ce jeton-là faisait en sorte que ça détermine qui peut parler en premier. Donc, voilà pour la description. Les avantages, c'était relativement facile à installer puisque, encore une fois, un seul câble. Les coûts étaient relativement faibles pour les mêmes raisons, donc une carte réseau par ordinateur, un seul câble pour tous les ordinateurs. Et il y avait un très faible risque de collision étant donné que les données circulent toujours dans le même sens et la notion du jeton. C'est-à-dire qu'une personne peut parler seulement à la fois. Donc, dû à ça, ça faisait en sorte qu'on n'avait pratiquement jamais de collision. Les désavantages, encore une fois, on a une dépendance au support de connexion. Si on coupe le câble, on détruit le réseau au complet. Donc, c'est une faille quand même assez importante. On a ensuite la défaillance d'un hôte rompt la structure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cet ordinateur-là tombe en panne, évidemment, il ne peut plus retransmettre les données qui ne lui appartiennent pas. Ça veut donc dire que le réseau est en panne au complet. Ensuite de ça, on a un autre désavantage qui était en cas de collision, les données envoyées sont perdues. Donc, il n'y a pas de vérification. C'est-à-dire que quand j'ai un ordinateur, par exemple celui-là, qui envoie une donnée à celui-ci, s'il y a une collision de paquets ou s'il y a une perte de paquets, ben, les données ne seront pas réenvoyées. Pourquoi? Parce que les données en premier sont envoyées là, puis elles sont envoyées là. Donc, cet ordinateur-là pense que les données viennent de lui, mais alors en réalité, elles peuvent venir de beaucoup plus loin dans le réseau, et ce qui fait en sorte que ça peut devenir très complexe pour cet ordinateur-là de demander à celui-ci de répéter l'information. Topologie suivante, la topologie en étoile, qui est une topologie très populaire de nos jours. On la retrouve dans pratiquement chaque maison du Québec. Donc, preuve à l'appui, c'est que souvent, on a Vidéotron ou Bell qui va arriver, ou Cogeco, peu importe, qui va arriver au milieu ici avec une borne sans fil, avec un modem puis un routeur sans fil. Et on a les éléments, donc les téléphones intelligents, les ordinateurs de tout le monde dans la maison qui viennent se connecter sur cet élément central-là. Remarquez-vous également que ça ressemble à une topologie, en fait, ça ressemble à une organisation de réseau qu'on a parlé un peu plus tôt. En effet, ça ressemble à un réseau organisé autour d'un serveur. Donc, vous comprendrez que généralement, la topologie utilisée pour les réseaux qui sont organisés autour de serveurs, c'est une topologie en étoile. Donc, description.
C'est la topologie la plus courante actuellement, donc on vient tout juste d'en discuter. La communication entre deux clients du réseau se fait par l'intermédiaire d'un élément central. Et faites attention, cet élément-là peut varier. Ce n'est pas nécessairement toujours un serveur, ce n'est pas toujours un routeur, ça peut être tout simplement un switch ou même un hub. La panne d'un client ne perturbe pas le fonctionnement du réseau, donc ça pourrait s'avérer être un avantage intéressant. Par exemple, si cet ordinateur-là crash, mon réseau continue de fonctionner quand même. En revanche, l'élément central qui relie tous les clients constitue le seul point de défaillance. Une panne à ce niveau rend le réseau totalement inutilisable. Donc en effet, si mon élément ici, que ce soit un switch ou un serveur, tombe en panne, eh bien les jeux sont faits, on ne peut plus rien faire. Quels sont les avantages? On en a vu quelques-uns déjà. Donc, avantage, le risque de collision est moins élevé. Donc, évidemment, puisque chaque ordinateur a une communication directe avec l'élément central. Donc, il y a un câble à chaque ordinateur, un canal par ordinateur. Donc, il n'y a pratiquement aucun risque de collision. Ensuite, ajouter un client, c'est très facile. Pourquoi? Bien, parce que chaque client a son câble. Donc, si je rajoute un client, si je rajoute un client ici, bien, je n'ai qu'à le relier directement à l'élément central et il va pouvoir communiquer avec tous les autres éléments du réseau. Localisation facile des pannes. Pourquoi? Bien, parce que si j'ai un client ici qui me dit qu'il n'y a plus accès au réseau, bien, soit c'est mon élément central, ce qui voudrait dire que tous les accès sont dysfonctionnels, soit c'est le câble ou soit c'est un problème avec le client ici. Donc, il y a seulement 3 possibilités. Et finalement, dernier avantage, un débranchement ne paralyse pas le réseau. Donc, que ce soit un ordinateur qui plante ou même un débranchement volontaire, le réseau reste fonctionnel en tout temps. Désavantages. Bien, les désavantages reliés à cette topologie-là, c'est qu'il y a un coût relativement élevé. Pourquoi? Parce que chaque ordinateur nécessite un câble et éventuellement ici, ça se peut que j'aie besoin de rajouter des commutateurs ou des concentrateurs s'il s'avère que je dois connecter plus d'éléments. Autre désavantage, si l'élément central est défectueux, le réseau tombe en panne, on en a déjà discuté. La sécurité est faible. Pourquoi la sécurité est faible? Bien parce que l'accès au point central, si quelqu'un réussit à pénétrer dans le point central, il vient de rentrer dans à peu près tous les éléments du réseau. Et donc, ce point-là constitue vraiment une vulnérabilité à très, très grande échelle. Ensuite, la longueur des câbles. Bien, en fait, quand on dit la longueur des câbles, c'est premièrement le nombre de câbles et évidemment la longueur des câbles. Pourquoi? Bien, parce que physiquement, à quelque part dans la bâtisse, il va falloir placer l'élément central. Et bien que l'élément central ici dans le diagramme soit vraiment, dans le schéma, soit vraiment centré, ce n'est pas tout le temps le cas dans la réalité. Des fois, par exemple, l'élément va être une switch qui est placée dans le bureau des techniciens au 2e étage et on doit relier, par exemple, un bureau qui est vraiment plus loin. Bien, on est obligé de venir se reconnecter jusque-là et ça peut s'avérer être un défi parfois, physiquement. Il nous reste 2 topologies à voir. La prochaine, c'est une topologie qu'on appelle la topologie en arbre ou hiérarchique. Elle est vraiment pas très populaire. Elle n'a pas gagné beaucoup de terrain non plus. Donc, c'est une topologie que vous croiserez probablement jamais. Mais on va la regarder quand même puisqu'elle existe, même si elle est rarissime. Donc, description. Aussi, premièrement, c'est une topologie qui est aussi connue sous le nom de réseau en arbre. Donc, le réseau est divisé en 2. Le sommet de haut niveau est connecté à plusieurs clients de niveau inférieur dans la hiérarchie. Ces clients peuvent être eux-mêmes connectés à plusieurs clients de niveau inférieur. Le tout dessine alors un arbre ou une arborescence. Donc, on voit que chaque ordinateur est connecté à
Ben, en fait, ici, on le voit pas au complet, mais chaque ordinateur a une possibilité d'être connecté à 3 interfaces maximum. Ce point-là est un bel exemple. Donc, ce point-là est connecté avec l'ordinateur qui est supérieur, donc le niveau supérieur, et peut avoir 2 clients de connectés inférieurs à lui, donc au niveau sous lui. Les avantages d'une topologie comme ça, c'est la facilité de gestion. Pourquoi? Parce qu'à chaque étage, on peut rajouter une gestion supplémentaire ou un contrôle supplémentaire. Donc, ce qui fait que, évidemment, l'étage supérieur a le contrôle sur tous les étages inférieurs, mais c'est que l'étage ici qui est au milieu pourrait avoir un contrôle sur l'étage inférieur, mais avoir moins de droits que l'étage supérieur. C'est une facilité de gestion. Il y a un contrôle total du réseau, donc pour ce qu'on vient d'expliquer, et il n'y a aucun risque de collision puisque c'est constamment du one-on-one au niveau de la communication. Du 1 pour 1, pardon, en français. Désavantages. Donc, si le sommet tombe en panne, le réseau est complètement inutilisable. Mais évidemment, si le sommet tombe en panne, on sépare littéralement le réseau. Donc, ça devient vraiment un problème. Ensuite, il y a des coûts importants. Pourquoi? Bien, parce que ce point-là, par exemple, ça va lui nécessiter 3 cartes réseau. Donc, une carte réseau pour se connecter ici, une carte réseau là, une carte réseau là. Et on a besoin d'énormément de câbles également. Donc, ça peut monter relativement cher en coût de matériel. Plus le client est bas dans la hiérarchie, plus le temps de réponse est lent. Bien évidemment, puisque si on a une requête qui vient d'en haut et qu'on a 6 ou 7 étages, bien la requête, la réponse doit remonter tous les étages une à la suite de l'autre, ce qui peut causer des délais importants. Si un client est défectueux, tous ceux qui sont en dessous de lui, dans la même branche, sont inutilisables. Donc, par exemple, si cet ordinateur-là tombe défectueux, ben, ces clients-là ici sont déconnectés automatiquement. Et finalement, dernière topologie, qui est une topologie qu'on utilise à tous les jours, qui est la topologie en maille. Donc, en maille, où ce que vous allez entendre souvent en anglais, c'est Mesh Network. Donc, Mesh, on l'écrit M-E-S-H. Donc, description, réseau filaire ou non, tous les autres sont connectés pair à pair sans hiérarchie centrale. Donc, on a vraiment ce qu'on disait tantôt du peer-to-peer. Donc, c'est un réseau organisé en poste à poste. Donc, chaque poste est à la fois client et chaque poste est à la fois serveur. Donc, chaque client doit recevoir, envoyer et relayer les données. Le réseau en maille le plus connu est Internet. Et oui, donc sur Internet, on a connecté, en fait, on est connecté à peu près comme ça. Donc, ce qui fait en sorte que si un lien est cassé, on peut passer par ailleurs. Donc, les avantages, évidemment, rapidité du réseau, puisque tous les postes sont connectés directement à un autre. Donc, je n'ai pas besoin de passer par là pour arriver là. Je peux passer directement à lui. Donc, rapidité, fiabilité. Pourquoi? Parce que si un lien tombe, ben, je peux trouver un autre chemin pour me rendre à destination. C'est sûr et certain. Donc, justement, comme on disait, si un client est en panne, cela ne perturbe en rien le réseau, puisqu'il y a tellement de chemins possibles qu'on aura simplement envoyé les paquets vers un autre chemin. Possible de transfert d'un nœud à plusieurs autres nœuds dans le même laps de temps. Ça veut dire que je peux envoyer un fichier de cet ordinateur-là à 3 destinataires en même temps et dans le même laps de temps. Donc, c'est un avantage considérable au niveau de l'efficacité du réseau. C'est pour les avantages. Les désavantages, ben, c'est une topologie qui coûte excessivement cher. Regardez le nombre de câbles, regardez le nombre de cartes réseau nécessaires. Donc, c'est très, très, très dispendieux de construire un réseau comme ça.
mais c'est infaillible. Gestion du réseau impossible. Vous vous souvenez quand je parlais de l'organisation, quand je parlais des réseaux organisés en poste à poste, je vous ai parlé des virus qui étaient pratiquement impossible de les sortir de là puisque ces virus-là pouvaient se répliquer à l'infini. Mais c'est un peu le même principe ici. Et un autre désavantage, c'est que le nombre de liaisons nécessaires est très, très, très élevé. Donc, c'est pas compliqué. J'ai besoin d'un nombre de... Mon nombre de liaisons est égal au nombre de postes que j'ai. Donc, dans un réseau en maille, si j'ai 12 postes, j'ai besoin de 11 cartes réseau automatiquement. Donc ici, si je regarde, j'ai 6 postes. Et si je prends un poste au hasard, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 liens. Donc on pourrait dire que le nombre de liens est égal au nombre de postes moins 1. Donc, ce sont les désavantages d'un réseau en maille. Il existe d'autres topologies, mais elles sont beaucoup moins populaires. Donc, mais sachez-le, il y a le réseau en grille, il y a le réseau hypercube, il y a le réseau linéaire. Bref, je vous laisse l'opportunité d'aller fouiller sur Internet si vous voulez en savoir plus sur les topologies réseau. Donc, va pour l'organisation. On a parlé de l'organisation. Donc, l'organisation, c'était quoi? C'était... regardez ici ce que je vais faire. L'organisation, on parlait de poste à poste ou client-serveur. Ensuite, on a parlé des types de réseaux. Les types, on a parlé que c'était en fonction de la zone occupée. Donc ça, c'est BAN, LAN, MAN, etc. Et les topologies, on vient d'en parler. Donc les topologies, c'est anneau, étoile, maille, etc. Donc, on a parlé également du matériel, mais il nous reste un peu de matériel encore à voir qui est justement les supports de connexion. Donc, on va s'attaquer à ça dès maintenant. Donc, on poursuit avec les supports de connexion. Les supports de connexion, dans le fond, ce que ce sont des éléments, des éléments pour la plupart des câbles, mais bref, on va voir que, par exemple, dans le cas du Wi-Fi, on n'utilise pas des câbles. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des supports de connexion. C'est ce qui nous permet de relier différents éléments réseau ensemble. Donc, on voit ici que j'ai un tableau à compléter. On va le compléter ensemble. Donc, le premier support de connexion à identifier, c'est le câble coaxial. Donc, le câble coaxial, on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. C'est ni plus ni moins un câble comme ceci ici. Je vais agrandir l'image pour que vous voyez. Donc, on a vraiment une gaine extérieure. On a un maillage en fil de cuivre ou en aluminium qui nous sert de shield ou de bouclier en français. On a un isolant et finalement, au milieu, on a un fil central conducteur. Donc, on faisait passer les données à l'époque à travers des fils comme ça. Encore aujourd'hui, on peut retrouver des fils conducteurs coaxiales comme ça sur le réseau, par exemple, de Vidéotron, de Cogeco, qui utilisent encore beaucoup d'équipements comme ça pour transmettre, dans le fond, pour nous connecter sur le réseau Internet à l'aide des modems. Donc, voilà. Ils utilisent encore beaucoup de câbles coaxiales comme ça. Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser ce genre de câblage-là. Les inconvénients, ils sont déjà là, usure et bris. Donc, ce qui arrive, c'est que l'espèce de fil central au milieu, le brin, ce câble-là supporte mal qu'on le plie ou qu'on le... J'ai juste le mot anglais en tête, mais qu'on le kink, c'est-à-dire
ce câble-là ne doit pas être trop travaillé. Sinon, ce qui arrivait, c'est que le cœur à l'intérieur, le fil central conducteur, pouvait finir qu'à casser. Et évidemment, ben ça pouvait causer énormément de perte de paquets. On a une distance qui est maximale de 500 mètres avec un câble coaxial. Après 500 mètres, il faut avoir un équipement comme un amplificateur ou un autre matériel qui va, dans le fond, gérer nos données. Ensuite, passé 500 mètres, on commence à avoir une atténuation assez importante dans le signal. Les avantages d'un câble comme ça, qu'est-ce qu'on a comme avantage? On a une résistance à l'induction qui est excellente. Donc, résistance à l'induction. Et l'induction. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'induction? Parlons-en un peu. L'induction, c'est, bon, premièrement, il faut savoir, j'ai fait un petit document ici, je vais vous le partager. Donc, l'induction, c'est quoi? C'est un phénomène qui va se produire quand on va faire circuler des données à très grande vitesse sur un câble. Bon, là, moi, évidemment, je vous parle d'induction qui est relatif à l'informatique, mais il y a de l'induction aussi qui va se produire lorsqu'on va passer, par exemple, de la haute tension ou un courant très, très important dans un câble. Mais en informatique, l'induction se produit quand on va faire circuler à haute vitesse des données dans un câble. Si j'avais à représenter les données dans un câble, circulant dans un câble, vous savez maintenant que les données, en fait, c'est des 0 puis des 1. Hein? On a vu ça dans le cours d'analyse de système. Des données, c'est des 0 puis des 1. Les 0 puis des 1, sur un signal électrique, comment c'est représenté? C'est représenté de cette façon-là. Okay? Le 0 étant le creux ici, le 1 étant comment je pourrais dire, l'élévation. Okay? Donc ça, c'est un courant électrique. Ce courant électrique-là, ben, on pourrait dire par exemple que le 1 représente 5 volts et que le 0 représente 0 volts. Okay? Et donc, on fait circuler des 0 et des 1 grâce à ce signal électrique-là qu'on passe à travers le câble. Ce signal-là va passer à une vitesse donnée. Cette vitesse donnée-là, excusez-moi, je veux juste pas défaire mes choses. Cette vitesse donnée-là, elle se calcule en Hertz. Vous avez probablement déjà entendu parler de Hertz. Donc, 1 kHz, 800 MHz. Quand on parle de processeur, on parle de gigahertz. Donc, c'est quoi des Hertz? C'est des cycles secondes. Un cycle, pour vous donner un exemple de ce que c'est, un cycle, par exemple, ça commence de mon point orangé là et ça se termine là. Donc, c'est je vous dirais, comment je pourrais dire ça? C'est un segment complet du signal qui est transporté. Donc, on part d'un endroit jusqu'au même endroit. Okay? Donc, ça représente un cycle. Et quand on parle de hertz seconde, on parle de cycle à la seconde. Donc, quand on parle de 1 kHz, c'est 1000 cycles, donc 1000 fois cette bande-là complète par seconde. Donc, quand on veut parler de transport de données, on va souvent parler en hertz, puisque ça définit bien la bande qui passe par seconde. Et donc, l'induction, plus ces cycles-là vont être élevés, donc plus j'ai de cycles à la seconde, par exemple 1 MHz, ben 1 MHz, c'est donc 1 million de cycles par seconde. Ben, plus ce nombre-là est élevé, plus je vais avoir de l'induction. Et l'induction, c'est quoi? C'est que ça, on va s'imaginer que c'est mon câble. Okay? C'est le brin central de mon câble et on le regarde de face. Okay? Donc, l'ensemble des cercles-là, c'est mon fil. Le milieu du cercle, c'est là où j'aimerais que mon signal se transporte le plus souvent du temps. Mais plus ma fréquence va s'élever, plus mon signal
va avoir tendance à s'éloigner vers le bord. Okay? Donc, plus j'augmente la fréquence, plus mon courant électrique circule aux extrémités de mon câble, okay? Vers l'extérieur du brin. Okay? Et à un moment donné, ça peut venir tellement rapide que je vais avoir un petit peu de courant, un petit peu de rayonnement, disons ça comme ça. Et ce rayonnement-là, donc le rayonnement, c'est quoi? C'est, dans le fond, c'est ce qu'on appelle l'induction, justement. Donc cette induction-là, c'est quoi? C'est comme si j'avais du signal qui arrivait à sortir du câble un peu, tellement que mon signal circule vite. Okay? Donc, j'ai vraiment du rayonnement qui sort comme ça. Vous m'excuserez, j'essaie quand même de travailler un peu avec Word. Je fais mon possible. Donc, et si par malheur, à côté de ce câble-là, j'ai un autre câble, ben, il se peut que ce rayonnement-là réussisse à rentrer dans le câble à côté. Donc, par exemple, ici, si j'avais un autre câble, mettons comme ça se peut que ce rayonnement-là puisse rentrer et venir perturber le signal d'un autre câble à côté de lui. Donc, c'est pour ça généralement que on ne met pas de tie wrap autour des câbles réseau pour essayer de laisser une distance puis de ne pas vraiment les squeezer ensemble et ainsi favoriser l'induction. Lorsqu'on les laisse à distance, on fait en sorte comme ça que l'induction ne se produise pas. Maintenant, pourquoi que le coaxial, je dis qu'il est résistant à l'induction? C'est que le coaxial, vous avez vu sur l'image, excusez-moi, je cherche mon document, non pas celui-là. Donc vous avez vu sur l'image qu'il y a vraiment un shield autour, donc il y a une maille en métal autour du câble, et cette maille-là va retenir justement les rayonnements qui voudraient essayer de s'enfuir et se propager dans un autre fil. Donc c'est comme si ça ici, c'était ma maille qui était autour de mon câble. Et c'est cette maille-là qui va venir empêcher le rayonnement de rentrer dans un autre câble. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce câble-là est résistant à l'induction. Okay? Et donc, quoi d'autre comme avantage? Ben, il y a le coût. Ça ne coûte pas grand-chose à se procurer. Et je vous dirais que ce sont à peu près les deux principaux avantages du câble coaxial. Le second support de connexion qu'on retrouve ici, qui est le fameux câble RJ45. Le câble RJ45, c'est le câble réseau qu'on connaît de nos jours, que vous travaillez, que vous avez probablement vu plusieurs fois dans le cadre de votre carrière ou de vos cours peut-être, ou en vous promenant un peu partout. Donc, câble réseau ou RJ45 comme ceci. Donc, c'est un câble qui est très populaire, très utilisé aujourd'hui. Donc, on voit les avantages faciles à installer. Ben oui, en effet, il y a un connecteur à chaque embout. Ça fait clic et c'est terminé. C'est facile à se procurer. Je pense que même au Dollarama, il en existe maintenant. Et le coût, ben, c'est vraiment pas très dispendieux. Au niveau des inconvénients, ben, on parlait justement d'induction. Ici, on n'a pas une très grande résistance à l'induction. Donc, faible résistance à l'induction. Et cette résistance à l'induction-là, ben, comme je vous l'expliquais tantôt, elle fonctionne alors que les fils sont collés les uns sur les autres. Et vous voyez qu'ici, donc, dans le cas du UTP, on va voir qu'il existe deux types de câbles réseau, le STP et le UTP. Le UTP, pourquoi? Le UTP, c'est pour Unshielded. Donc, il n'y a pas de protection autour du câble. Et malheureusement, étant donné qu'il est moins cher, ce câble-là,
c'est le câble qui est utilisé le plus souvent en entreprise. Mais comme il est moins cher et comme il n'est pas protégé à l'aide d'un shield, l'induction se fait facilement à l'aide de ces câbles-là. Okay? L'autre, le STP, ben le S, vous l'aurez compris, ça veut dire shielded. Okay? Donc j'ai unshielded et j'ai shielded. Et le TP qui suit, qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, c'est twisted pairs. Donc, qui veut dire paire torsadée. Et pourquoi qu'on les torsade, ces fils-là? Ben, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne par paire. Hein? Donc, souvent à l'intérieur, j'ai un fil qui est bleu et j'ai un autre fil qui est blanc et bleu. Donc, le bleu va avec le blanc et bleu, l'orange va avec le blanc et orange, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des paires. Et chaque paire, ben, dans chacune des paires, il y a un fil qui est positif et il y a un fil qui est négatif. Et on s'est rendu compte avec le temps, justement en parlant de l'induction, que lorsqu'on torsade le fil négatif autour du positif, on réussit à contenir un peu plus l'induction. Donc, on a moins de perte de paquets et on est capable de fournir des câbles qui sont garantis d'une certaine vitesse dans le transfert de données. Donc, c'est pour ça que les câbles sont torsadés entre eux. C'est justement relié au phénomène de l'induction dont on a parlé ici. Donc, vous savez maintenant ce qu'est l'induction, ou peut-être que ça vous a permis de réviser le concept. Un autre inconvénient, ben, c'est la distance ici aussi. Donc, la distance est plus faible encore que le coaxial, pardon. Donc, la distance ici, on parle de 100 mètres. Donc, c'est vraiment pas très long. Okay? 100 mètres, ça passe vite dans une bâtisse commerciale, soit dans une école ou soit justement en entreprise. Donc, après 100 mètres, ça commence à être dangereux pour la perte de paquets. Il va falloir prévoir un équipement quelconque. Ensuite de ça, on a la fibre optique. Donc, la fibre optique qui est un câble qui est différent, puisque au contraire de ses collègues ici, il ne fonctionne pas avec le cuivre, mais il fonctionne avec le verre. Donc, la fibre optique, je vais vous montrer l'image de plus près. On a de la fibre optique, on a deux types. On a ce qu'on appelle du multimode, donc qui a deux câbles, donc un pour émettre, un pour recevoir. Et on a du monomode. Donc le monomode va être une seule fibre qui va permettre l'envoi et la réception des données sur une même fibre finalement. Donc multimode, monomode, ce sont les deux types de fibres qui existent. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des avantages? Il y en a plusieurs. Donc, au niveau des avantages, on a une distance qui est très grande, donc distance très élevée. On verra plus tard que la distance du monomode est plus grande que la distance du multimode. En effet, cette fibre-là est capable de parcourir des kilomètres de distance, alors que celle-là, pas des kilomètres, mais plusieurs centaines de mètres sans problème. Ensuite, on est capable d'atteindre des vitesses hallucinantes. Excusez-moi, je vais corriger mon erreur. Donc, évidemment, un autre avantage, c'est vitesse fulgurante. Donc, on est capable d'atteindre des transferts de données vraiment impressionnants avec la fibre. Pourquoi? Bien, parce que c'est un signal de lumière. Donc, premièrement, la vitesse de la lumière, c'est très, très rapide. Mais c'est qu'en plus de ça, le phénomène de l'induction n'existe aucunement, puisque l'induction, c'est avec un signal électrique, alors qu'ici, on n'a pas un signal électrique, mais un signal de lumière. Donc, ici, dans les avantages, on pourrait également marquer aucune induction possible. Au niveau des inconvénients, on a la fragilité, mais je vous dirais qu'avec le temps, aujourd'hui, par exemple, je pense à Bell, qui a réussi à faire passer son réseau au complet sur la fibre optique jusque chez ses clients.
et a réussi à fabriquer un câble qui est vraiment impressionnant. Donc c'est un câble de fibre optique, mais vraiment c'est très très résistant quand même. J'ai mis fragile puisque ça reste du verre, donc c'est plus fragile que les autres câbles qui sont en cuivre. Et c'est très dispendieux. En effet, c'est dispendieux, mais la fibre elle-même n'est pas tant dispendieuse. C'est plus au niveau des équipements que je vous dirais qu'il va falloir sortir l'argent. Et finalement, on a un dernier support de connexion qui est quoi? Ben, qui est l'air. Bon, ok, je vous avoue que c'est pas tout à fait l'air, le support de connexion, mais bref, c'est, vous l'aurez compris, le Wi-Fi. Donc, qui est un signal électrique quand même, mais qui passe à travers l'air. Donc, c'est un support de connexion, ben oui, on peut dire que c'est l'air. Donc, voilà. Les inconvénients, évidemment, du Wi-Fi, c'est la vitesse. On n'atteindra jamais la vitesse de la fibre optique ou même d'un câble avec le Wi-Fi. C'est pratiquement impossible, même en étant collé sur votre access point. Jamais ça va dépasser la vitesse d'un câble. C'est sensible aux obstacles. On parlera en temps et lieu des différences entre le signal qui est de 2.4 GHz et le signal qui est de 5 GHz. On verra lesquels utiliser dans quelles circonstances et lequel est le plus sensible aux obstacles, ainsi de suite. Au niveau des avantages, c'est très facile à brancher ou à installer, puisqu'il n'y a aucun câble requis. Le coût, aujourd'hui, il est possible d'avoir un Wi-Fi à très faible coût. Là. Je veux dire, je pense qu'il y a des routeurs tout inclus pour environ 20$ qui se vendent. Là. Donc, ça coûte franchement pas grand-chose. Et on pourrait dire qu'il y a une espèce de convivialité au sens où est-ce que on peut se brancher à peu près n'importe où. Hein? On n'a pas besoin d'amener un fil jusque où on est. Donc, qui est le contraire avec les autres câbles, justement, les autres supports de connexion, qui nécessitent qu'on amène un fil et qui, des fois, c'est pas nécessairement des endroits qui sont faciles d'accès. Donc, on a vu les supports de connexion et on a vu, franchement, une belle base de théorie dans cette première capsule-là. Je suis pas mal convaincu que vous êtes vous avez votre dose de théorie pour le moment. Peut-être, Amine, non, en fait, pas peut-être, on va parler de d'autres théories dans d'autres capsules. Mais je pense que pour une première capsule, c'est amplement suffisant comme théorie. Donc, ce que je vous suggère maintenant, c'est d'aller voir un exemple ensemble d'une connexion qu'on va faire. Donc, un premier laboratoire très très simple. On va brancher deux ordinateurs ensemble, mais ça vous permettra peut-être de le pratiquer à la maison puis d'en faire l'essai à travers des machines virtuelles. Donc, allons faire ça. OK, allons-y pour l'exemple donc d'un réseau de base, on va dire, avec deux ordinateurs qui sont connectés l'un à l'autre. Pour faire ça, j'ai décidé de procéder avec VirtualBox, donc logiciel de virtualisation gratuit, que vous pouvez télécharger à la maison sans problème. Et ce que je vous suggère de faire, donc, c'est de vous installer une machine virtuelle. Donc, deux fois la même version, comme moi, par exemple, deux fois Windows 10. Ou si vous voulez, vous pouvez faire un Windows 7, un Windows 10. Bref, peu importe. En autant que ce soit deux versions de Windows, un relativement récente et deux, c'est ça, il faut absolument que ce soit Windows. Donc, pour le premier exercice du moins, puisque pour connecter une machine Linux avec Windows, c'est pas tellement compliqué aussi, mais étant donné qu'on est dans les premiers cours de réseau, je veux vraiment qu'on reste dans le plus simple possible et donc on fonctionne avec deux systèmes Microsoft.
Donc, VirtualBox nous permet de connecter des machines virtuelles ensemble via un réseau. Donc, pour faire ça, on a une petite configuration supplémentaire à faire. Donc, pour ce qui est de l'installation de votre machine, vous pouvez l'installer comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Éventuellement, je songerai peut-être à faire une petite capsule vidéo vraiment sur le fonctionnement de VirtualBox. Mais en attendant, je vais considérer que vous êtes en mesure au moins d'installer une machine virtuelle sur VirtualBox. Donc, il suffit d'aller dans Configuration d'une de vos deux machines virtuelles. On va venir dans Réseau. Et au niveau du mode d'accès à réseau, il y a plusieurs choses ici. Et ce qui nous intéresse pour l'exercice, c'est le réseau interne. Le réseau interne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer, dans le fond, une espèce de commutateur virtuel. Ce commutateur virtuel-là, on va lui donner un nom. Donc, par exemple, switch, puis appelons-le switch A, comme ça. Donc, je viens de créer un commutateur virtuel dans lequel je connecte mon ordinateur qui s'intitule Windows 10A. Donc, vous pouvez regarder un peu les paramètres de la carte ensuite de ça. Et on clique tout simplement OK. Je dois venir connecter ma deuxième machine dans le même commutateur virtuel que je viens de créer. Donc, je vais dans la configuration de la deuxième machine, dans Réseau. Et encore une fois, je venais chercher mon réseau interne. Et maintenant, je devrais avoir dans ma liste ici Switch A, qui est le commutateur que j'ai créé avec l'autre fenêtre de configuration. Et ensuite, on peut cliquer OK. Et donc, littéralement, en ce moment, ce que j'ai fait de façon virtuelle, c'est comme si j'avais connecté un câble qui partait de l'ordinateur ici jusqu'à l'ordinateur B ici. Donc, évidemment, on va démarrer les machines. Je vais commencer par démarrer mon ordinateur A. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller configurer une adresse IP. Je sais qu'on n'a pas encore abordé la théorie sur les adresses IP. On va le faire sous peu, n'ayez crainte. Mais pour l'instant, je vais vous demander de configurer la même adresse que moi et de vous fier tout simplement à ce que je vous demande d'entrer comme adresse pour ce premier laboratoire. Éventuellement, lorsqu'on aura vu toute la théorie autour des adresses IP, des masques de sous-réseau et tout ça, vous aurez amplement le choix et vous déciderez bien des adresses que vous voulez utiliser. Mais pour l'instant, comme je vous disais, je vous suggère de me suivre dans la configuration. Donc, je vais passer par le bon vieux panneau de configuration. Voilà. Et je m'en vais dans le centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte. Et tiens, je vais me faire un petit raccourci pour mes connexions réseau que je vais renommer carte réseau. Voilà. Donc, je double-clique. On s'en vient faire un clic droit sur notre carte réseau, ici. Je m'en viens dans les propriétés. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le protocole Internet TCP/IP ici. Donc, je vais double-cliquer et j'arrive dans les paramètres de configuration IP. Donc, il y a deux éléments qui sont essentiels pour avoir une connexion via un réseau. Il y en a seulement deux. De toutes les configurations IP qui peuvent exister, il y a seulement deux éléments dont vous ne pouvez absolument pas vous passer pour avoir une connexion avec un autre ordinateur. C'est l'adresse IP et le masque de sous-réseau. La passerelle par défaut, vous pouvez la laisser vide. Le DNS, vous pouvez laisser ça vide pour le moment. Éventuellement, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de nos objectifs, on verra comment utiliser ces paramètres-là. Mais pour communiquer avec un autre ordinateur, les deux choses qui sont essentielles, et je vous le dis, c'est une question d'examen
C'est une question d'examen assuré. Deuxièmement, adresse IP, masse de sous-réseau. Donc, je vais choisir une adresse IP. Donc, 192.168.0.20. Et mon masse de sous-réseau, je vais laisser celui qui est par défaut, soit 3 fois 255 suivi de 0. Donc, c'est l'adresse que je décide de donner à cet ordinateur. Je clique sur OK, OK, et je ferme ici. Je vais faire une seconde configuration qui est dans le pare-feu. Le pare-feu, on n'a pas encore vu réellement à quoi il sert parce qu'il nous manque des notions. Mais pour l'instant, je vais seulement le désactiver puisqu'il pourrait m'empêcher d'effectuer ce que je veux faire. Donc, ce que je fais, c'est que je le désactive et je vous suggère également de faire de même. Donc, faites seulement le désactiver et éventuellement, nous verrons comment ajuster les bonnes options. Puisque oui, j'aurais pu prendre le temps d'aller seulement configurer les options nécessaires tout en le laissant activer. Mais c'est un premier laboratoire. L'objectif, c'est seulement de vous démontrer comment je peux faire communiquer plusieurs machines ensemble, plusieurs machines virtuelles. Donc, on n'est vraiment pas encore rendu au stade de jouer dans les ports du pare-feu. Donc, c'est tout pour cette machine-là. Je la mets de côté et je vais faire une configuration également dans la deuxième machine. Donc, je la pars. Je m'excuse pour les bruits de Windows qui sont récurrents. Mais, oh Dieu que Windows aime nous avertir de tout et de rien dans la vie. Vous l'aurez remarqué, il se met à pleuvoir à l'extérieur et Windows se fait un plaisir machiavélique de nous en aviser. Donc, ma deuxième machine est démarrée. Donc voilà, on la laisse, je vais lui laisser un peu de temps afin que tous les services soient bien démarrés. J'ai une adresse IP à aller configurer. Donc, panneau de configuration, même principe. Centre de réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Encore une fois, je vais me faire un raccourci. Et je m'en viens dans les propriétés. Donc, clic droit, propriétés. Dans protocole Internet TCP/IP. Et donc là, je vais rentrer une adresse IP également. Donc 192.168.0 et je vais utiliser 21 ici. Et je laisse également le même masque de sous-réseau. Je clique OK, je clique OK. Et encore une fois, je vais aller désactiver le pare-feu. Donc, petit truc, si vous voulez atteindre le panneau de configuration du pare-feu, firewall.cpl et vous arrivez directement dans le pare-feu. Donc, désactive, je désactive ici aussi. Et voilà. Donc, mes deux machines sont configurées. Je vais les mettre une à côté de l'autre. Comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un ping. Donc, un ping, c'est quoi? C'est un petit paquet qui permet justement de vérifier la communication entre deux ordinateurs. Donc, c'est un paquet qui va juste aller cogner à la porte de l'autre ordinateur pour vérifier si la communication s'effectue. Donc, pour faire un ping, je démarre la commande exécutée. Donc, vous appuyez simultanément sur les touches du clavier Windows et R. Vous tapez CMD et vous tapez la commande suivante, donc ping, et suivi de l'adresse que vous désirez joindre. Dans mon cas, qui est
C'est sûr que ça ne marchera pas. Donc 192, 168, 0.20, je crois, l'autre ordinateur. Donc, et voilà. Donc, analysons un peu ce qui s'est passé. J'ai envoyé ma requête. On me dit que j'ai une réponse de la part de 0.20. On me dit le nombre d'octets, qui est 32. On me dit le temps que ça a pris avant que j'aie cette réponse. Et le TTL, c'est ce qu'on appelle le time to leave. On verra éventuellement à quoi sert le time to leave, mais on voit qu'il est à 128. Et donc, lorsque nous serons rendus dans cette théorie-là, je vous dirai à quoi sert le TTL. Ou si vous êtes trop curieux, je vous invite à faire une petite recherche sur Internet. C'est très instructif. Et donc, je vais m'assurer que la communication s'effectue dans l'autre sens aussi. Donc, depuis mon deuxième ordinateur, oui, je sais Windows, depuis mon autre ordinateur, je fais ping 192 168 021 et on a également une réponse. Donc, je sais qu'actuellement, j'ai bel et bien une communication entre ces deux postes-là. Et de ce fait, vous avez effectué le réseau le plus basique qui soit. Et peut-être votre premier réseau si c'est la première fois que vous faites ça. Donc, je crois que c'est amplement suffisant pour une première capsule. Vous avez eu énormément de théories. Puis, on a fait un premier réseau comme ceci, que je vous invite à faire également à la maison. Et donc, de vous initier tranquillement, pas vite, aux premiers fondements des réseaux informatiques. Donc, évidemment, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à mon courriel, à communiquer avec moi, à m'interpeller dans le corridor de l'école et, bon, vous savez comment me joindre. Et évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations aussi, ne vous gênez surtout pas. Là-dessus, je vous souhaite une bonne continuité et on se voit très très prochainement.